Bonjour à toutes et à tous, merci déjà pour l'invitation à cette plénière. Donc effectivement, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer comment concrètement vous pouvez mettre en place une démarche qualité sur vos territoires de soins. Donc il existe plusieurs outils pour le faire, bien évidemment, mais là on va centrer cette présentation sur un outil qui est la revue de morbimortalité, qu'on appelle aussi RMM. Donc avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'ai deux liens d'intérêt. Le premier, c'est que je participe à la création d'une formation pour le CNGE pour aider les professionnels de santé à mettre en place les RMM en soins primaires. Et le deuxième, c'est que je participe aussi à la création d'un outil informatique pour faciliter justement cette mise en place de RMM en ville. Et cet outil d'ailleurs sera présenté cet après-midi si ça vous intéresse en communication pour aller plus loin. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une revue de morbimortalité ? Donc la revue de morbimortalité, c'est un outil d'évaluation des pratiques professionnelles qui passe par l'analyse d'un cas dans lequel on a identifié un événement indésirable avec ou sans dommage au patient. Et en fait, cette analyse, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est dite collective, elle doit se faire avec plusieurs professionnels de santé. Elle est rétrospective parce que, comme je vous disais, elle se fait sur un cas qui s'est produit. Et elle est dite systémique. Alors ça, on va voir un petit peu en détail ce que ça veut dire ensuite, mais c'est qu'on s'intéresse à tout ce qu'il y a dans et autour le parcours de soins du patient. Donc la RMM, en fait, elle est arrivée en France dans les années 2000. C'était principalement hospitalier, peut-être que certains d'entre vous en ont vu à l'hôpital. Et puis ça s'est étendu progressivement en ville, notamment avec la parution d'un guide produit par la HAS sur la réalisation de revues de morbimortalité en médecine générale. S'en est suivi ensuite des expérimentations sur plusieurs années qui ont toutes montré la faisabilité et l'utilité de cet outil pour la démarche qualité en ville, avec une plus-value sur cette approche pluriprofessionnelle. Donc comment on fait concrètement pour faire une RMM ? Donc déjà, on se réunit tous ensemble, comme vous l'aurez compris. L'idéal, c'est d'avoir tous les professionnels qui ont participé au parcours de soins du patient et on commence par décrire la situation clinique, le contexte, les événements. On passe ensuite à cette analyse systémique où on va essayer d'identifier tous les facteurs favorisants qui ont conduit à cet événement indésirable. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on va aussi essayer d'identifier est-ce qu'il y a des choses qui se sont bien passées, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des barrières de sécurité. Et au vu de tout ça, ensuite, on va décider tous ensemble de mettre en place des plans d'action pour éviter que cet événement indésirable se reproduise à nouveau. Donc là où je voulais attirer votre attention, c'est sur cette analyse systémique, parce que quand on rencontre les équipes en soins primaires où on leur propose de mettre en place des revues de morbimortalité, il y en a beaucoup qui nous répondent qu'il y a déjà des analyses de cas qui sont faites. Et en fait, quand on regarde ces analyses de cas, on voit qu'en fait, ce qui est identifié, très souvent, c'est ce qu'on appelle la cause immédiate de l'événement indésirable, c'est-à-dire comment cet événement indésirable est arrivé. Et en fait, dans la RMM, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de ça, essayer de comprendre pourquoi cet événement indésirable est arrivé. C'est ce qu'on appelle aller rechercher les causes profondes. Donc on a de la chance pour pouvoir rechercher ces causes profondes, il existe un outil, il existe ce qu'on appelle la grille alarme qui classe en fait ces différentes causes profondes en catégories pour que les professionnels de santé, justement, pensent bien à aller chercher dans chacune de ces catégories s'il y avait des facteurs favorisants. Donc les catégories, c'est les suivantes. Il y a tout ce qui est autour du patient, tout ce qui concerne les tâches, un manque de protocole par exemple, tout ce qui concerne les professionnels de santé, un problème de compétences, tout ce qui concerne les équipes avec la coordination, la communication, tout ce qui concerne l'environnement de travail, l'organisation et à plus grande échelle l'institution. Donc au niveau des soins primaires, c'est plutôt les politiques de santé générales et nationales. Donc je vous propose, pour que ce soit un peu plus parlant pour tout le monde, de prendre l'exemple d'un cas clinique qui a été analysé justement en RMM ville-hôpital pour un travail de thèse qui a été fait à Nice. Et donc c'est le cas d'un homme de 82 ans qui est diabétique de type 2, qui est sous antidiabétiques oraux et qui est adressé par son médecin généraliste en hospitalisation en endocrinologie pour des équilibres glycémiques. Ce patient va rester une semaine à l'hôpital, il va ressortir le vendredi après-midi à la maison, sans infirmière libérale, avec un traitement modifié puisqu'il comprend maintenant une insulinothérapie mixte matin et soir. Suite à ça, ce patient va présenter pendant plusieurs jours des symptômes inhabituels, surtout le matin, un peu de maux de tête, des nausées, sensations de fatigue. Donc il va consulter son médecin traitant pour lui expliquer ces symptômes qu'il trouve quand même pas normaux. Le médecin traitant à ce moment-là va suspecter des hypoglycémies et il va lui proposer de faire un dextro la prochaine fois qu'il ressent ce type de symptômes.
Le soir même, la femme du patient appelle le 15 parce que le mari est inconscient dans son lit à 3 h du matin et quand le SAMU arrive, il a 0,30 de glycémie et il est réadressé à l'hôpital. Et lors de cette deuxième hospitalisation, on se rend compte qu'en fait, ce patient ne faisait que 2 repas par jour habituellement, le matin et le midi, et qui mangeait jamais le soir. Mais à l'hôpital, il avait mangé ses 3 repas qu'on lui proposait, mais en revenant chez lui, il avait repris ses habitudes habituelles et avait fait cette hypoglycémie sévère. Donc si on essaye de rechercher la cause immédiate, si on reste dans le superficiel, on pourrait assez facilement se dire le problème, l'erreur, c'est ce médecin traitant qui a supposé ces hypoglycémies, mais qui finalement n'a pas modifié le traitement et a potentiellement attendu cette hypoglycémie grave qui arrive derrière. Mais les professionnels ont réfléchi tous ensemble pour savoir est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui ont favorisé cet événement indésirable. Et effectivement, il y a énormément d'autres facteurs qui ont été pointés dans cette histoire. Je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, il a été pointé le problème au niveau du patient, le fait que ce soit un patient vulnérable avec des habitudes de vie pas forcément habituelles, justement. Un problème au niveau des tâches avec peut-être un manque d'éducation thérapeutique au niveau de la première hospitalisation sur détecter les symptômes d'hypoglycémie, que faire en fonction de l'alimentation. Des problèmes au niveau des professionnels avec peut-être une banalisation de cette hypoglycémie, que ce soit tant le médecin généraliste mais peut-être aussi en hospitalisation. Des problèmes d'équipe, de coordination ville-hôpital, ce patient qui sort, alors je ne pouvais pas vous donner tous les détails du cas, mais il est sorti le vendredi après-midi, sans courrier, pas d'infirmière libérale, donc la coordination n'avait pas été optimale. Et des problèmes aussi au niveau de l'organisation, avec la pression hospitalière, ce patient devait sortir le vendredi et ça a peut-être favorisé la survenue de cet événement. Donc, comme vous voyez, quand on va vraiment au fond des choses, qu'on va chercher les causes profondes, on se rend compte que souvent, il n'y a pas juste une erreur, mais qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui ont conduit à cet événement indésirable. Et quelle est la conséquence à ça, finalement? C'est que si on s'était arrêté au fait que c'est le médecin traitant qui aurait dû modifier le traitement pour éviter cette hypoglycémie sévère, on aurait dit la solution, le plan d'action, c'est que ce médecin peut-être se forme, peut-être qu'il a un manque de compétences. Mais même si ce médecin se forme, finalement, est-ce qu'on évitera de nouveau ce même type d'événement indésirable? Eh bien, probablement non, parce qu'on n'aura pas joué sur les autres facteurs qui ont favorisé cet événement. D'où l'importance de vraiment aller parcourir tout le parcours de soins du patient. Donc, pour vous donner l'exemple de la suite et quelles propositions ont été faites lors de cette RMM et ce qui a été mis en place d'ailleurs derrière, il a été mis en place en hospitalisation en endocrinologie un questionnaire qui est remis systématiquement aux patients pour connaître leur mode de vie. Il a été décidé de la création d'un hôpital de jour pour renforcer l'éducation auprès des patients diabétiques, notamment sur les hypoglycémies, mais aussi tout le reste, en collaboration avec les infirmières ASEL et de ville. Et il a été convenu d'éviter les sorties d'hospitalisation le vendredi soir, notamment chez des personnes fragiles, ou en tout cas, si ce n'est pas possible de l'éviter, d'associer une infirmière libérale pendant peut-être même que quelques jours, mais qui sera là pour aider le patient si besoin. Et en plus de ça, il a été donné maintenant aux patients à chaque sortie d'hospitalisation une feuille de synthèse qui résume ce qui s'est passé en hospitalisation et un numéro de service qui est pour les professionnels de santé et pour le patient pour pouvoir joindre une infirmière du service ou un médecin, mais une infirmière si c'est le week-end par exemple, pour donner des conseils sur l'adaptation de dose ou des symptômes inhabituels et que le patient ne reste pas sans rien tout le week-end. Voilà tout ce qui peut ressortir, vous voyez, d'une revue de morbimortalité et la richesse en fait de tout ce qu'on peut mettre en évidence. Donc finalement, on a parlé beaucoup des professionnels de santé, qu'il fallait tous les professionnels du parcours de soins présents lors de ces analyses de cas, mais est-ce qu'on n'a pas oublié le patient dans tout ça? Parce qu'il nous manque quand même une petite pièce de ce puzzle. On aimerait savoir dans ce cas pourquoi le patient n'a pas mentionné qu'il ne faisait que 2 repas par jour. Est-ce qu'il n'a pas osé? Est-ce qu'il a suivi le rythme de l'hôpital? En tout cas, il nous manque une petite partie de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir conscience qu'il est primordial d'associer les patients à cette démarche qualité pour pouvoir avoir l'histoire complète et vraiment réfléchir tous ensemble. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, la RMM, c'est un bon outil que vous pouvez utiliser sur vos territoires. Alors c'est vrai qu'au départ, on peut avoir peur de culpabiliser, de montrer des coupables, etc. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas le principe du tout de la RMM. On peut avoir peur aussi de la surcharge administrative ou du temps que ça va nous prendre. Mais comme je vous disais, il y a des outils qui sont en train de se créer justement pour vous aider et que ça ne soit pas une surcharge pour vous. Et au final, le plus difficile, je pense, c'est de se lancer. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez commencé, l'appropriation de l'outil se fait très bien. Donc même si ce n'est pas parfait au départ, ça sera toujours mieux que de ne rien faire. Je vous remercie.